Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Alors oui, mais avec beaucoup d'écho. Oui, ça vient d'être réglé. Ça va comme ça maintenant, Fanny? Ok, là ça va. Ok, nickel. Bonjour, Alexis. Et là, est-ce que vous m'entendez? Trop d'écho. Il faut. Ouais. Et parle là si tu veux, Anne, avec le micro de la devant. Ah là, le micro de la salle est ouvert, je vois. Et vous m'entendez bien, Fanny? Oui, c'est bon. Il n'y a plus d'écho? Ok. Là, il n'y a plus d'écho. Bravo. J'ai mis la clé de la salle aussi. On commence parce qu'on n'a pas beaucoup. Ils sont tous satisfaits. Oui. Ok, très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce retour d'expérience de mon espace santé dans le secteur médico-social. Donc j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire. Donc j'ai le mot d'introduction, donc si je le prends au sens littéral du terme, et afin de ne pas paraphraser et d'aller à l'essentiel, ce que pour résumer finalement cette expérimentation, est-ce que ça m'inspire? Je dirais pour cette expérimentation le mot engagement. Donc aujourd'hui, on va donc aborder et rappeler le contexte et les objectifs de l'expérimentation, les apprentissages que l'on a pu générer de cette expérimentation, quelle suite donner, et l'objectif c'est de pouvoir rester effectivement en contact, et puis le mot de conclusion de ce webinaire. Un petit rappel sur l'équipe nationale qui a piloté cette expérimentation depuis le début. Donc, au niveau de l'Agence de numérique en santé, donc Léa, Fanny et Nelza. Et au niveau de l'équipe assurance maladie, on a été aussi accompagné par Sandrine, Saïd, Séverine et Yeza. Concernant les quelques règles de bonne pratique du webinaire, donc merci de garder vos micros fermés. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire par le biais de la conversation. Et juste rappel de base également, la session est enregistrée, donc on vous mettra à disposition le replay ainsi que le support de cette présentation. Donc pour commencer, on va vous rappeler donc le contexte et les objectifs d'expérimentation, avec un rappel de différentes métriques sur les usages de mon espace santé. Donc, Séverine, c'est à toi. Je ne sais pas si Séverine a du coup la parole ou pas. Je crois qu'elle n'a pas réussi à se connecter. Ok. Écoutez, c'est pas grave, je vais prendre le relais sur. Il faut activer son micro, pardon. Ah. Donc, on va voir le temps que Séverine se connecte. Désolée pour ces petits désagréments techniques de lancement. Donc, concernant les usagers qui se saisissent donc, de plus en plus de mon espace santé, donc mon espace santé qui est le carnet de santé numérique des Français. On a une couverture aujourd'hui qui s'élargit sur ce carnet de santé numérique, puisque 97% des Français ont un profil de mon espace santé et moins de 1,5% se sont opposés. C'est un chiffre qui se stabilise. Concernant la prise en main, on est aujourd'hui quasiment à 1 Français sur 4 qui a activé son espace santé. Et au niveau de l'activation mensuelle, on est près de 600 000 activations par mois. Concernant les utilisations de mon espace santé de l'application, on a donc 32 millions de documents qui sont consultés, 6 millions de documents qui sont ajoutés depuis ces 12 derniers mois, plus de 267 000 directives anticipées et 2 millions de profils médicaux ajoutés. Concernant les rendez-vous renseignés, on est autour de 100 000 rendez-vous renseignés et 20 000 rappels de rendez-vous. Les profils médicaux sont complétés à 27% et on est près de 400 000 questionnaires de bilan aux âges de clés de prévention qui sont aujourd'hui remplis.
Donc, il y a un chiffre clé qui est aussi important, c'est près d'un utilisateur sur 2 qui revient également tous les mois sur l'application, donc Mon Espace Santé. Je ne sais pas si Séverine est connectée pour prendre le relais sur la slide suivante. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, bonjour à tous. Alors désolée, c'est que je ne pouvais pas activer par moi-même ni la caméra ni le micro, donc c'est bon, tout est réglé. Donc bonjour à tous. Oui, alors je vais enchaîner du coup sur les informations médicales qu'on dit de plus en plus disponibles dans mon espace santé. Donc ce qu'il faut entendre par là, c'est l'alimentation du DMP qui connaît une progression depuis plusieurs mois maintenant. Alors, il nous semble important quand même de vous remettre en visibilité tous ces chiffres-là. Ça permet de faire un état des lieux, même si pour la plupart, vous en avez certainement eu déjà connaissance. Mais c'est toujours intéressant de voir d'où on part et puis comment on avance progressivement. Alors, sur l'alimentation du DMP, alors sur cette slide-là, on est bien tout couloir confondu. On a les plus gros alimentateurs, si je puis dire, aujourd'hui, ce sont les professionnels de santé libéraux, suivi des établissements sanitaires et enfin les laboratoires de biologie médicale. Donc forcément, les trois documents les plus alimentés sont assez fidèles à ce podium, puisqu'on a tout d'abord les comptes rendus d'examen biologique, qui est le document le plus alimenté aujourd'hui, suivi des prescriptions de médicaments et les comptes rendus d'imagerie médicale. Alors, sur la courbe, c'est ce qu'on vous explique aussi. Depuis, on a atteint la fameuse cible qui était annoncée lors du lancement du Ségur, cette fameuse cible de 250 millions de documents alimentés par an. Donc, ça a été atteint début 2024. Et puis, depuis, la progression ne cesse de se poursuivre. Donc, voilà sur le point alimentation, tout couloir confondu. Et là, sur le secteur médico-social, on a 6165 structures ESMS aujourd'hui qui alimentent. Elles alimentent pour un peu plus de 257 000 DMP alimentés et 2,3 millions de documents alimentés. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien le top 3, le podium, mais là, on retrouve parmi ces documents les plus alimentés les prescriptions de médicaments, les synthèses et les comptes rendus de consultation. Sur le graphique à droite, ça nous montre bien la progression, là encore, depuis janvier. On voit que, alors, malgré les baisses constatées et tout à fait relatives du mois de juin, si je vois bien juin et août, sinon, on voit que cette progression et cette augmentation d'alimentation se poursuit de mois en mois. Et avec un rapide calcul, on a vu que depuis entre janvier et novembre, ça a été multiplié par 2,6. Donc, ce qui est très bien, il faut que cette tendance, elle se poursuive et on va tout mettre en œuvre pour que ça continue. Et côté consultation, alors là, on est sur des chiffres un peu moindres, puisqu'aujourd'hui, côté ESMS, on a 978 structures qui consultent. On a 8658 DMP consultés et un peu plus de 20 700 documents consultés. Alors, c'est tout à fait relatif puisqu'on sait aussi, on a conscience des problématiques qui peuvent être rencontrées, notamment dans les ESMS sur la consultation, sur la possibilité de consulter. Et puis, on rappelle aussi que la consultation, même si elle est possible aujourd'hui, ça va être tout l'enjeu de la vague 2 du Ségur. Donc, c'est déjà des chiffres très encourageants et à poursuivre également. Donc là, les documents les plus consultés par les ESMS, ce sont l'historique de vaccination, compte rendu de consultation et le compte rendu de biologie. Et le graphique à droite vous montre également cette tendance et cette progression de consultation, même si, comme je le disais, les chiffres sont un peu moins impressionnants que pour l'alimentation. Pour repréciser, mais c'est indiqué sur le document, ces données-là, données chiffrées, elles commencent bien, elles prennent en compte les données du 1er janvier 2024 jusqu'au 30 novembre 2024. Pour recontextualiser sur la période de temps. Voilà, pour les quelques chiffres. Alors, concernant derrière mon espace santé, donc, il y a le programme Ségur du numérique qui a été conçu en 3 phases. La première déjà, c'était de pouvoir, par un système de l'opt-out, de pouvoir doter chaque patient usager d'un profil Mon Espace Santé. Ça, c'était la première étape. Par le biais de la vague 1 du Ségur, il y avait un objectif d'alimentation de Mon Espace Santé
avec celui d'atteindre une masse critique de documents alimentant mon espace santé, donc qui est passé par notamment la gestion de l'identité nationale de santé, par un souci d'identito-vigilance, et l'envoi systématique de documents de santé vers le profil Mon Espace Santé et par messagerie sécurisée de santé. La troisième étape, qui va faire partie de la deuxième vague du Ségur, ça va être plutôt une étape centrée sur la consultation, de manière à faciliter l'utilisation de l'information par les professionnels. Donc, avec l'utilisation également par l'intégration de la messagerie sécurisée de santé et la gestion fluide des documents transmis par messagerie sécurisée de santé, et également avec des exigences sur la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, on est à environ 30 000 ESMS qui ont pu bénéficier du programme ESMS numérique, et on est à peu près à un ESMS sur 2 qui est en cours d'équipement jusqu'à février 2025 dans le cadre de la vague 1 du Ségur. Concernant donc l'expérimentation, les objectifs et les modalités, donc en termes d'objectifs, l'un des premiers, c'est bien entendu d'accélérer ce déploiement de Mon Espace Santé sur le secteur médico-social en identifiant notamment les usages qui nécessitent un échange de données de santé entre la personne qui est accompagnée, prise en charge, et les professionnels de santé impliqués, les professionnels du médico-social impliqués. D'identifier, de déterminer les outils qui sont nécessaires à ce déploiement de Mon Espace Santé, à la fois pour informer les usagers, les aidants, mais également les professionnels à l'utilisation de cet outil Mon Espace Santé. Également, définir les modalités de délégation d'accès pour les aidants, notamment le profil de l'aidant, la durée de la délégation, les conditions de délégation. Et en termes de méthodologie, on a réalisé pendant les 8 mois un retour d'expérience intermédiaire, donc au mois de juillet, et aujourd'hui, donc ce retour d'expérience final, afin d'ajuster effectivement, d'identifier et d'optimiser dans la perspective de généralisation du déploiement de Mon Espace Santé. En termes de méthode, on a donc identifié 55 ESMS pilotes, à la fois sur le secteur des personnes âgées, qui représentaient 38% pardon, 20 ESMS sur cette expérimentation, 38% du secteur PH, donc 21 ESMS, et 26% du secteur domicile qui correspondait à 14 ESMS. Donc, comme je vous le disais, donc 8 mois d'expérimentation qui se sont échelonnés du mois de février 2024 jusqu'au mois d'octobre, grâce à un pilotage national, comme je vous le partageais, mais également un pilotage régional et une contribution à l'engagement, pour reprendre le mot d'introduction, important des ARS, des GRAD, des collectifs ESI et du réseau d'assurance maladie. Cette expérimentation a bénéficié d'un financement à hauteur de 1,2 million d'euros sur son intégralité, soit 21 000 euros par établissement. Un suivi de proximité, donc comme je vous partageais, régional, à la fois auprès des ESMS pilotes, mais également par des co-suivis entre la région et le national. Et donc les deux jalons que je vous partageais tout à l'heure. Le co-suivi, juste pour rappeler, le replay et le support du REX intermédiaire sont également disponibles si vous souhaitez, à l'issue de ce REX final, vous aurez donc tout à vos dispositions au niveau des publications. Juste pour que vous ayez visuellement la répartition nationale de ces 55 ESMS pilotes, donc il y a 15 régions qui ont été embarquées, et donc vous avez vraiment la possibilité de consulter la liste des ESMS intégrés dans cette expérimentation, dans le lien qui est transmis également par le support. Donc, pour continuer ce webinaire, on va à présent aborder les apprentissages qu'on a pu obtenir, identifier dans le cadre de l'expérimentation. Du coup, je vais reprendre le relais. Donc, sur l'expérimentation, déjà une petite slide là pour vous montrer le chemin qu'on a parcouru depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En juillet 2024, au moment des REX intermédiaires. Donc, on voit que c'était plus une étape au cours de laquelle on avait vu que les ESMS avaient vraiment engagé beaucoup d'actions de sensibilisation auprès des professionnels, des usagers, de leurs aidants. Ils avaient également identifié des cas d'usage qu'ils souhaitaient tester. Et on s'en était un peu arrêté là sur la cartographie de l'ensemble des parcours et des cas d'usage qui allaient être testés dans cette seconde partie. Et on voit que là, aujourd'hui, en novembre 2024, finalement, on a 100% des pilotes qui ont identifié des parcours et des cas d'usage.
100% qui ont engagé des actions de sensibilisation, et puis une grande majorité qui a réussi à tester les usages qu'ils avaient identifiés. Donc bravo à tous pour tous ces travaux-là que vous avez engagés, et puis peut-être aussi pour votre ténacité, on va le voir un petit peu après, parce que ça n'a pas toujours été forcément très limpide et très simple, mais vous vous êtes accrochés. Donc voilà, bravo à tous. Et puis aussi ce chiffre-là qu'on voulait vous partager, c'est 100% des pilotes nous indiquent qu'ils vont pérenniser les usages après l'expérimentation, que ça a permis pour certains de passer un cap dans les pratiques, dans l'usage du numérique, et que du coup, les pratiques qui ont été installées ont vocation à se pérenniser. Donc voilà. Et puis peut-être pour rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail, vous dire déjà que avec l'expérimentation, ces usages de mon espace santé, ils ont pris du sens. Alors, certains pilotes nous disaient que finalement, beaucoup étaient issus notamment des grappes SMS numériques, et puis le programme avait vocation du coup à projeter les établissements dans des atteintes de cibles d'usage. Donc, les établissements avaient été formés sur l'utilisation des services SOC, mais étaient plus dans une logique d'atteinte de ces cibles. Et l'expérimentation, ça a été l'occasion de reposer un petit peu les choses à plat et de se dire, quelle perspective on donne à l'utilisation de ces services-là, quel sens on met derrière, quels sont les besoins pour les professionnels dans le partage des documents, pour les usagers aussi, pour avoir les informations. Et donc, redéfinir quelque part tous ensemble, professionnels et usagers et établissements, ce qui avait le plus de valeur à partager dans leur pratique professionnelle. On vous a mis sur le côté quelques verbatines qui illustrent justement ce passage d'usage un petit peu automatique à des usages qui prennent du sens. Et puis, ce que nous ont dit également les pilotes quand ils se sont mis donc à utiliser mon espace santé, à partager ces documents, il y a plusieurs choses. Déjà, ça facilite la coordination, le partage des documents, des informations qui sont plus rapides à transmettre d'un établissement à un autre. En l'occurrence, ça a été beaucoup SMS avec des partenaires. Donc là, on voit qu'il y a un lien fort, un enjeu très fort d'informations à partager. Donc voilà, quand le CH peut mettre les comptes rendus de sortie dans le DMP et que l'établissement peut le consulter, c'est vraiment beaucoup plus aisé ensuite pour la structure de pouvoir adapter son accompagnement ou bien adapter le traitement. Et ça sécurise également en fait l'accompagnement du côté des ESMS, ça fluidifie les échanges. Et ce qu'on nous a aussi partagé, c'est que ça permettait d'identifier plus facilement les personnes qui interviennent dans le cercle de soins, dans l'équipe de soins auprès de l'usager. Des personnes qui n'étaient pas forcément identifiées jusqu'ici. Et puis là, on voit qu'elles envoient des messages par messagerie. Elles partagent des documents sur le DMP et du coup, elles apparaissent dans l'équipe de soins. Donc, ça a vocation, ça participe aussi à les valoriser et à les mettre en avant dans ce rôle-là qui était parfois assez peu visible pour les autres acteurs de la ville ou du sanitaire. Et puis, je vais peut-être laisser la parole là à Séverine. Non ? Ah mince, d'accord. Alors, je vais continuer parce qu'on a un petit souci, Séverine, qui n'a pas pu... on a un petit problème technique, elle n'a pas pu se connecter. Et en fait, ces usages, ça s'est aussi traduit dans les chiffres. Donc là, ce qu'on vous partage, c'est les chiffres uniquement des 55 ESMS pilotes. Le premier graphique, c'est celui de l'alimentation du DMP par les structures. Donc, il y a presque 6000 DMP qui ont été alimentés depuis le début de l'année et près de 45 000 documents alimentés. Donc, ce qu'on voit, c'est que les ESMS, ils alimentent régulièrement le DMP. Tous l'ont fait, en tout cas. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même un rythme qui est assez inégal au niveau de l'alimentation. On a une baisse au niveau de l'été qui est, je pense, plutôt structurelle, mais il y a aussi peut-être des raisons, et ce sera peut-être à creuser, mais au niveau de la spécificité et de la nature des documents qu'on partage dans le médico-social, puisque par exemple, un projet personnalisé d'accompagnement n'a pas vocation à être envoyé plusieurs fois dans le mois, mais plutôt à être fait à échéance plus longue, peut-être tous les 6 mois, tous les 1 an, et pas être partagé régulièrement, sauf si, bien sûr, il y a des mises à jour de ce document-là. Et puis, côté consultation, on voit que les usages démarrent, on voit qu'ils ont augmenté
depuis le début de l'année. On a 469 DMP consultés, à peu près 1500 documents qui sont consultés. Donc, ça démarre. Et quand ça démarre dans les structures, quand les professionnels de santé de ces structures regardent les documents, ça a souvent un effet un peu boule de neige. On en reparlera après, parce que ils voient tout de suite l'intérêt. Et ils vont en parler autour d'eux et donc ça débloque parfois des situations autour de la consultation. Et finalement, c'est les professionnels qui sont un peu les meilleurs ambassadeurs de la consultation dans les structures. Donc ça, c'était pour le DMP. Puis côté messagerie, on a 87% des pilotes qui ont envoyé des messages via la MSS, donc pour partager des ordonnances, des CR, etc. Et on a 35% des pilotes, donc un petit peu moins, qui ont envoyé un message via la messagerie Mon Espace Santé, la messagerie citoyenne. Donc on voit ici que ça a été quand même un petit peu moins utilisé par les pilotes, ce biais de communication. Et on pourra y revenir, mais c'est notamment en raison de la fracture numérique qui caractérise ces publics du médico-social. Certains ont testé, il n'y a pas eu beaucoup de retours et puis ils n'ont pas forcément persévéré. Et ça, c'est le deuxième constat qu'on a fait avec l'expérimentation, c'est que finalement, les ESMS, tous les cas d'usage qu'ils ont testés, identifiés, ont été tournés vers l'extérieur. Donc, ça a toujours été des cas d'usage qui ont été testés avec des partenaires. Très peu ont testé des cas d'usage en interne, simplement parce que finalement, ils utilisent leur DUI, qui est leur outil métier, dans lequel, s'il y a des professionnels de l'extérieur qui viennent, ils l'utilisent, ce DUI, ils remplissent ce DUI. Donc, pas de nécessité, en fait, finalement, de passer par une messagerie sécurisée alors que le professionnel est dans l'établissement. Donc, ils se sont tournés plutôt vers des cas d'usage avec différents acteurs de l'écosystème. Et on vous a mis la répartition par typologie d'acteurs. Donc, on voit que les deux gros, entre guillemets, pourvoyeurs de cas d'usage, de parcours d'usage, c'est le centre hospitalier, c'est le secteur sanitaire avec beaucoup de cas d'usage autour de l'hospitalisation en urgence ou l'hospitalisation programmée, le retour aussi dans l'établissement à la suite d'une hospitalisation. Ensuite, on a aussi beaucoup de cas d'usage avec les officines, parce que souvent, c'était un petit peu, entre guillemets, le quick win, dans le sens où c'est un acteur qui est peut-être de proximité, qu'on connaît, qui est parfois déjà équipé. Donc, c'est peut-être plus facile d'aller, dans un premier temps, aller tester ce cas d'usage-là, commencer les usages, et puis peut-être aller, après, chercher d'autres partenaires. Ensuite, on a un ESMS sur deux qui a testé des cas d'usage avec la médecine libérale, et puis un petit peu moins, un quart qui a testé avec les labos. Mais voilà, l'embarquement des partenaires extérieurs, ça a été parfois assez compliqué, assez long pour les pilotes. Ils ont rencontré des difficultés pour pouvoir embarquer ces partenaires dans les usages. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que parfois les partenaires ne connaissaient pas, avaient une certaine méconnaissance de Mon Espace Santé, et du coup de cette méconnaissance étaient plutôt réticents à aller vers ces usages-là. Parfois des problèmes d'équipement, parfois des problèmes aussi techniques. Donc ils étaient équipés, mais techniquement il y avait des choses qui n'étaient pas raccordées ou qui ne fonctionnaient pas, et c'était difficile. Par exemple aussi des problèmes où on veut envoyer un message à un interlocuteur, mais le médecin a plusieurs boîtes, et donc sur quelle boîte est-ce que je vais envoyer mon message, je sais pas. Donc c'était compliqué aussi d'aller identifier les bons acteurs avec les bonnes adresses. Donc voilà. Et puis après il y a aussi beaucoup de problématiques autour du manque de temps, du changement de pratique. Il faut que ce partenaire il soit sensibilisé non seulement par le SMS, mais aussi par différents autres acteurs pour ensuite qu'il s'embarque lui-même dans des usages. Donc, les pilotes, ils ont souvent dû doublonner les usages, un peu commencer les échanges sécurisés avec certains, mais continuer un peu avec le papier, être un peu dans cette période transitoire où ils ont dû utiliser les deux moyens de communication. Donc, au final, ils disaient, on me dit que ça simplifie les usages et puis ça sécurise, mais finalement, derrière, je suis toujours obligée d'utiliser des moyens non sécurisés parce que mes partenaires, finalement, ne sont pas équipés, même si j'essaie de les raccrocher. Et puis, pour pallier à ces difficultés, les pilotes, ils ont mis en place beaucoup d'actions de
sensibilisation auprès des partenaires, donc par différents moyens, les mailings, les courriers, des appels, des rencontres. Il y a des ESMS qui ont aussi organisé sur leur territoire des grands événements où ils ont convié tous les partenaires pour qu'ils puissent échanger ensemble, mieux se connaître, finalement favoriser aussi l'interconnaissance entre eux. Et souvent, ça a réussi, ça a mis de l'énergie, ça a mis du temps, mais souvent, ça a réussi. Les partenaires ont été embarqués, ils se sont équipés, et souvent aussi, grâce au soutien, grâce à l'accompagnement du maillage régional avec les acteurs régionaux, ARS, GRAD, CPAM, qui étaient là en soutien pour aussi aller les aider à sensibiliser les partenaires et puis identifier les bonnes personnes. Donc, oui, ça a demandé pas mal d'énergie et pas mal de temps. Mais globalement, les pilotes sont quand même optimistes et convaincus que voilà, ce n'est qu'une phase et que demain, les usages sécurisés seront généralisés. Et puis, du coup, peut-être pour illustrer tout ça et que ce soit plus concret pour vous, on va donner la parole à différents pilotes qui vont nous partager leur retour d'expérience. Et puis, on va commencer avec Monsieur Bornua, qui est directeur donc, de l'Indomicile Service. Qui donc a expérimenté mon espace santé et qui a mené beaucoup d'actions de sensibilisation, lui, au sein de sa structure, avec les aidants et puis aussi avec les partenaires. Et puis, il va nous expliquer comment est-ce que mon espace santé a finalement contribué aussi à améliorer la coordination des soins à son échelle et puis au bénéfice du patient. Donc, je vous laisse la main, Monsieur Bornua. Merci, bonjour à tout le monde. Avant de rentrer, on va dire, dans mon espace santé, je pense que c'est important que je vous donne des éléments de contexte. Rapidement, un domicile service est une structure de l'aide et du soin à domicile, SAD, SIAD, 2 équipes spécialisées Alzheimer, un service prévention, et on intervient sur l'ensemble du département de l'Ain et une partie de la métropole du Grand Lyon. On fait partie de la Fédération nationale ADEDOM. Et un élément important dans notre fonctionnement, c'est l'utilisation d'un logiciel métier, d'un système d'information qui est Ximi par l'éditeur Xelia. Du coup, donc ça pose, on va dire, les bases du cadre de notre environnement. On s'est lancé en fait dans l'expérimentation Mon Espace Santé dans la continuité de notre engagement en tant que membre d'une grappe et pilote d'une grappe ESMS numérique. En train de se clôturer. Donc nous, on a pensé ça comme une évolution logique sur notre numérisation au sens large et notre pratique numérique, à la fois par rapport à nos salariés, par rapport à nos bénéficiaires et par rapport à nos partenaires. Donc on prend un virage numérique, on va dire, important. Et finalement, Mon Espace Santé, cette expérimentation-là, est l'occasion pour nous, une belle occasion d'être connu comme un acteur du parcours de soins. Parce que notamment les services d'aide à domicile ne sont pas vus comme des acteurs du parcours du soin encore aujourd'hui, même si du coup il y a des évolutions en cours. Donc du coup cette expérimentation permet, on va dire, cette ouverture d'esprit du coup. Donc nous, comment en fait on a agi? En fait, on est parti sur le principe où ce chantier-là qui s'est ouvert, on partait sur la base de convaincre, on va dire, 4 grandes parties prenantes autour de nous. La première partie prenante, la plus importante, on va dire, à nos yeux, c'est les bénéficiaires et leurs aidants. Par contre, sur cette partie prenante du coup de Mon Espace Santé, l'utilisation de Mon Espace Santé, quelle place on pouvait y avoir, nous, en tant que service d'aide et de soins à domicile, on s'est confronté directement à une forme de fracture numérique ou à une peur du numérique. Dans le sens où vous allez accéder à quoi, vous pouvez déposer quoi, comment on l'utilise, qui va l'utiliser, les droits, etc. Et en fait, que ce soit les personnes qu'on accompagne ou leurs aidants, on a eu énormément en fait de refus et de non-consentement en fait par rapport à cette démarche-là. Ça montre qu'on est qu'au début du chemin par rapport à nous en tant qu'acteurs de ce parcours de soins. Une partie importante qui peut jouer sur la première partie des bénéficiaires, c'est nos salariés. Aujourd'hui, sur la plupart de nos salariés, dans leur pratique quotidienne, ont une utilisation du numérique. Mais d'un point de vue professionnel et encourager les bénéficiaires à utiliser des espaces numériques comme Mon Espace Santé, c'est notre démarche. Donc là, on part de plus loin. C'est comment on acculture en fait l'ensemble de nos salariés
comme quoi encourager à l'utilisation de mon espace santé, ça va aider à l'accompagnement des personnes, à leur prévention, et que c'est dans leur mission professionnelle. On a tous un volet dit d'accompagnement dans nos missions, mais nos salariés n'ont pas cette appétence, n'ont pas l'appétence, n'ont pas été formés comme ça. Donc, du coup, c'est aussi un volet important dans la déclinaison de nos moyens opérationnels derrière. Un troisième volet, c'est nos partenaires autour de la personne aidée, qui se demandent quel rôle on a à jouer en déposant dans le DMP un projet personnalisé d'accompagnement, par exemple, et quel effet ça fait, quelle pertinence on a. Du coup, donc on a une bataille là aussi pour convaincre en fait nos partenaires comme quoi on a notre place et que du coup un DMP déposé, un projet personnalisé d'accompagnement déposé peut être utile pour préserver la santé d'un bénéficiaire qui fait domicile, hôpital, hôpital, domicile, etc., etc. Donc, on reste convaincu de cette fluidité. Et un volet un peu moins important, c'est aussi, on a fait le choix d'essayer de convaincre tout le réseau, notre réseau national et le réseau des directions et responsables associatifs de notre réseau national pour pouvoir encourager en fait à s'engager dans cette démarche-là, parce que le virage numérique est loin d'être pris par toutes nos structures, du coup, de notre réseau. Donc, on est rentré dans une logique de créer des réflexes pour chacun. C'est passé par quoi, en fait? C'est passé par le fait de déposer des projets personnalisés, des dossiers de liaison d'urgence et de nourrir des dossiers de liaison d'urgence par rapport au dossier médical partagé. C'est d'envoyer des mailings auprès de nos bénéficiaires, de leurs aidants. C'est aussi de faire des temps d'information auprès de nos salariés, du coup, sur des temps ouverts publics, à la fois salariés, à la fois bénéficiaires et à la fois partenaires, sur deux de nos antennes dans le cadre du projet. Et sur ces projets-là, par exemple, on en a fait une spécifiquement Mon Espace Santé, qui a été un échec parce qu'on a eu 5 personnes. Et on en a fait une en espace ouvert dans le cadre de l'inauguration d'une équipe spécialisée Alzheimer. Donc, en fait, on a utilisé un autre événement pour venir parler de Mon Espace Santé. Et là, on a eu un retour, du coup, de 20 à 30 personnes. Je n'ai plus les chiffres en tête et je ne les ai plus sous les yeux. Mais du coup, c'était plus conséquent. Donc, c'est un premier conseil, c'est que si on veut encourager, il faut utiliser des événements et pas créer un événement spécifiquement d'espace santé. Après, ce qu'on a engagé comme moyen, qui est à la fois dans ce on est en train de faire et ce qu'on va faire, on va intégrer dans tous nos contrats de prestation une sensibilisation à Mon Espace Santé, et en fait en sensibilisant, en faisant comprendre aux personnes que ça fait partie de notre prestation. On va aussi intégrer la sensibilisation à Mon Espace Santé dans les annexes à nos contrats de travail pour nos salariés, en parler sur les matinées, les journées d'intégration. Et du coup, depuis quelques mois maintenant, on a de la chance d'avoir de nouveau dans notre équipe recruté une chargée de prévention qui a aussi ce rôle-là de promotion, entre autres. Mon Espace Santé est un outil de promotion santé. Dans les petites suites qu'on aimerait avoir, du coup, et en petits vœux par rapport à nos structures, moi, je reste persuadé que sur une structure telle que la nôtre, hein, du coup, c'est 293 salariés, c'est à peu près 1600 bénéficiaires en file active. Si on avait un conseiller numérique en interne, il sera occupé à 300% en fait dans son fonctionnement, et ça permettrait de lever des freins de lever des freins, notamment pour convaincre nos bénéficiaires et nos salariés. Et dans la prochaine étape, du coup, pour vous dire aussi jusqu'où on va dans le développement numérique de nos structures, on va intégrer sur 2025 un cadre qui sera en charge de la coordination qualité et développement numérique, parce qu'aujourd'hui, nous, on adosse notre démarche qualité qu'au travers du numérique, en fait. C'est le numérique qui est le support numéro 1, et après, on le décline, en fait, du coup, de façon on va dire, avec d'autres supports, mais le numérique est le premier support. Voilà ce que je pouvais vous dire, on va dire, globalement sur l'action, et je reprends un thème que j'ai utilisé sur le rétexte précédent. Je nous considère dans la structure comme des agriculteurs numériques. Et pourquoi agriculteur numérique? C'est que du coup, c'est un travail sans fin. C'est qu'on doit préparer le terrain, on doit semer, on doit entretenir et on récolte. Mais on doit encore
du coup, repréparer, réentretenir, ressemer, etc., etc. Ce travail-là est un travail permanent, en fait. Certaines structures, du coup, passent complètement à côté. Je pense que, du coup, elles ont totalement tort parce que, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement demain. Euh, mais du coup, c'est vrai que ça permet de développer une culture. Alors après, c'est une histoire d'hommes et de femmes, des fois de deux, trois personnes dans une structure, mais aussi ça permet de créer une énergie collective. Donc moi, j'y crois. Le conseil d'administration y croit aussi. Dans cette démarche-là, qui a été pour nous une réussite, parce que ça nous a mis dans un processus. C'est important aussi de pouvoir être accompagné par des professionnels, d'avoir un système d'information qui fonctionne et qui est agile en fait pour s'adapter aux différents supports. Après, c'est une démarche qui est longue. C'est pour ça que sur l'expérimentation, le délai entre le mois de février et aujourd'hui, c'est super court en fait pour nous, pour cette acquisition de culture, mais on avance et ça, c'est le principal pour nous. Je crois que j'ai respecté le timing. J'avais 10 minutes. Oui, c'était parfait. Et d'ailleurs, ça nous laisse même le temps de prendre une petite question dans le chat de Claire qui vous pose la question, savez-vous si les synthèses que vous réalisez sont consultées, mobilisées par les acteurs de la prise en charge? Alors, non, parce que du coup, alors c'est vrai que cette question-là, elle permet de faire un point que j'ai pas évoqué. Comme on n'est pas forcément reconnu comme des acteurs du parcours de soins, aujourd'hui, on est dans une phase où on dépose des éléments qui ne sont pas forcément consultés, ou on n'a pas le retour. Ça veut dire que du coup, ce qu'on voudrait, c'est de créer une chaîne. Je parle de l'exemple du bénéficiaire qui fait domicile, hospice, hospice, domicile, etc. On aimerait bien un retour en fait, et notamment en passant peut-être par les messageries sécurisées, comme quoi il y a un retour d'information. Aujourd'hui, on est plutôt prestataire, si vous voulez, que acteur du parcours. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. C'était très intéressant. J'espère que ça a aussi donné quelques billes pour les autres SMS qui vont se lancer aussi dans cette aventure-là. Et puis cette question, elle fait pas mal le lien avec l'intervention qu'on avait prévue juste après, justement sur cette problématique de la consultation. En tout cas, c'est souvent revenu par les ESMS, c'était de dire finalement j'alimente, mais qui consulte, quand on en est où de la consultation au bout de la chaîne et notamment avec le secteur sanitaire, parce qu'on a vu que ça a été un secteur qui a été priorisé par les ESMS pilotes pour tester des cas d'usage. Et du coup, on a le plaisir d'avoir avec nous Inès qui a piloté l'expérimentation consultation sanitaire qui vient juste de se terminer. Et du coup, qui va nous faire un petit état des lieux justement à l'hôpital aujourd'hui de l'usage de mon espace santé et des perspectives pour demain. Oui, merci Léa. Bonjour à toutes et à tous et je vous prie de m'excuser, j'ai un petit souci pour activer la caméra. Alors, effectivement, à mon espace santé, voilà, c'est un outil qui doit servir la coordination des parcours et le décloisonnement entre les parcours, notamment en particulier entre le sanitaire et le médico-social. Et du coup, effectivement, quand on est dans le médico-social, on peut, à juste titre, se demander ce qui se passe à l'hôpital, surtout quand on a le constat qu'on vient d'entendre, qui est, je ne sais pas finalement ce qui se passe de l'autre côté, c'est une forme de boîte noire. Et donc, du coup, je m'interroge sur la mobilisation de l'hôpital sur ce sujet. Donc, je vous rassure, l'hôpital est bien mobilisé. Maintenant, effectivement, c'est tout un écosystème à faire bouger et ça prend du temps. Pour autant, la dynamique, elle est bien présente. Donc, sur la partie alimentation, on a aujourd'hui en fait des programmes de financement qui sont venus aider à la fois les établissements, mais aussi les éditeurs qui outillent les établissements pour permettre en fait une alimentation automatique de mon espace santé à partir d'un certain certain type de documents que je vous remets en visibilité parce que je pense que c'est important que vous l'ayez en tête. En fait, les pouvoirs publics ont priorisé l'alimentation sur les lettres de liaison de sortie, les comptes rendus opératoires, les comptes rendus d'examen de biologie, les comptes rendus d'examen d'imagerie et les prescriptions de sortie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres types de documents qui viennent alimenter mon espace santé depuis l'hôpital, mais la priorité a été donnée à ces types de documents-là. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, en fait, là, on en est en termes d'alimentation pour l'hôpital, eh bien, on a plus d'un séjour sur deux
qui donne lieu à une alimentation de mon espace santé par une lettre de liaison de sortie. La lettre de liaison de sortie étant le résumé en fait de tout ce qui s'est passé pendant l'hospitalisation d'un patient. Donc, on voit bien quand même que la dynamique d'alimentation est bien présente. Là où effectivement, on a encore à travailler, c'est que cette dynamique d'alimentation, elle est présente, mais la temporalité à laquelle en fait sont déposés effectivement les documents peut être améliorée, surtout lorsque vous inscrivez dans une logique de structure aval. Effectivement, on a pas mal de structures aval qui nous disent, moi, quand je vais consulter mon espace santé, je n'ai pas forcément les documents de sortie de l'hôpital. Ces documents de sortie viennent alimenter mon espace santé, mais quelques jours, voire parfois 1 ou 2 mois après la sortie de l'hospitalisation. Et donc, effectivement, on a aussi un levier d'amélioration à l'hôpital à travailler sur ce sujet. On a également des axes d'amélioration autour de la qualification de l'INS. Voilà, à l'hôpital, les organisations sont complexes et on a parfois des difficultés au niveau d'un certain nombre de services, en particulier les urgences pour qualifier l'INS. Et donc, si on ne qualifie pas l'INS, on ne peut pas alimenter mon espace santé à partir des documents produits à l'hôpital. Donc, on a ce chantier-là aussi à travailler sur l'année 2025. Et effectivement, on a un autre sujet, mais je crois que je l'ai entendu précédemment, sur le fait qu'effectivement, à l'hôpital, on a encore un niveau de méconnaissance du dispositif Mon Espace Santé et qu'on a du coup un travail de sensibilisation à renforcer auprès des professionnels de santé hospitaliers, parce que l'alimentation à l'hôpital, c'est quelque chose, entre guillemets, de transparent, c'est-à-dire que lorsqu'un professionnel de santé valide un document, eh bien, cette validation entraîne une alimentation automatique et donc le professionnel de santé n'a pas forcément perception au moment de la validation qu'il alimente mon espace santé. Et donc, du coup, on a vraiment ce travail d'explication et de sensibilisation au dispositif de Mon Espace Santé, à son intérêt pour la prise en charge patient. Donc voilà, donc sur l'alimentation, la dynamique est bien présente. On a un grand nombre d'établissements de santé, plus de 9 établissements de santé sur 10 qui alimentent, mais on a bien conscience qu'il y a des axes d'amélioration qu'on va travailler sur 2025. Et donc, l'autre pendant, c'est la consultation. Et la consultation de mon espace santé à l'hôpital, eh bien, aujourd'hui, c'est une pratique qui reste encore modeste. Donc, effectivement, quand vous alimentez côté médico-social le DMP, on n'a pas forcément effectivement encore la certitude que côté hôpital, en fait, ça va consulter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, les outils à l'hôpital ne sont pas encore adaptés pour permettre une consultation intégrée depuis le dossier patient informatisé, puisque c'est l'objet de la vague 2 Ségur à l'hôpital, sur laquelle les éditeurs sont actuellement en train de travailler pour se faire référencer. Et on estime que les premiers déploiements de logiciels qui permettront la consultation intégrée seront disponibles courant 2025. Et donc, effectivement, dès lors qu'on aura les outils facilitants pour les professionnels de santé hospitaliers, eh bien, on est persuadé derrière que forcément, la consultation, en fait, va monter en puissance. Aujourd'hui, on a quand même une pratique de consultation avec à peu près 100 000 documents qui ont été consultés en 1 an à l'hôpital et près de 17 000 sur le seul mois d'octobre 2024. Donc, on sent bien que cette pratique, elle commence, elle est légère, mais que dès lors qu'elle commence, en fait, elle ne s'arrête pas. Et c'est ça qui est… Léa parlait de l'effet de boule de neige et c'est vraiment ce qu'on a pu constater dans le cadre de l'expérimentation, c'est-à-dire que initialement, dans un établissement, on avait 18 établissements pilotes, on avait réussi à identifier 1 ou 2 professionnels de santé sur un parcours qui souhaitaient mettre en œuvre la consultation. Eh bien, on a fini à la fin de l'expérimentation avec plusieurs professionnels de santé, je ne vais pas dire multipliés par 10, mais presque multipliés par 5, avec plusieurs parcours, puisque lorsqu'un professionnel de santé a commencé à consulter, il a commencé à en parler à ses collègues en intra-hospitalier et ça a permis de mobiliser un plus grand nombre de professionnels de santé qui ont commencé à consulter. Et ce qu'on constate, c'est que lorsqu'un professionnel de santé à l'hôpital commence à consulter, eh bien, il ne s'arrête plus de consulter, ça devient en fait un réflexe dans la prise en charge. Et donc, tous ces enseignements sur l'expérimentation nous laissent présager du fait que la consultation va vraiment monter en puissance du fait d'un intérêt métier par rapport à la consultation et du fait aussi qu'on va introduire des solutions qui vont faciliter cette consultation intégrée. Si on regarde les 3 documents les plus consultés par les professionnels de santé, donc ce sont les comptes rendus d'examen biologique, les prescriptions de médicaments et les comptes rendus de consultation.
Voilà, j'en parlais, hein, on a conduit une expérimentation toute petite, hein, sans financement, mais qui a été très riche d'enseignements, qui a mobilisé 18 structures réparties sur 7 régions pilotes. Et l'objectif, c'était vraiment d'étudier, on va dire, les parcours concrets sur lesquels la consultation de mon espace santé présentait le plus de valeur ajoutée à l'hôpital, les typologies d'utilisateurs concernés par cette consultation. On en a profité pour identifier aussi les retours sur le contenu de mon espace santé, en particulier sur la qualité des documents présents. Et enfin, identifier les leviers d'adhésion et les points de blocage pour pouvoir y travailler suffisamment en amont avant l'arrivée des logiciels VAC 2 à l'hôpital. Sur cette consultation, les logiciels VAC 2 étant en train d'être préparés par les éditeurs, on demandait aux professionnels de santé de consulter mon espace santé via le WebPS DMP. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, cette expérimentation, moi, je pense qu'elle est de bon augure pour la suite parce que tous les professionnels de santé qui ont consulté à l'hôpital, à la fin de l'expérimentation, certains d'entre eux ne connaissaient pas le dispositif, hein. Ils ont été embarqués par le biais de cette expérimentation. Et à la fin de l'expérimentation, tous sans exception disent qu'ils continueront à consulter mon espace santé après l'expérimentation et 100% d'entre eux le recommandent à leur père. Donc, il y a un vrai effet boule de neige et on voit là qu'en fait, quand on consulte, on concrétise, si je puis dire, la valeur métier de la consultation dans la prise en charge du patient. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme vis-à-vis des professionnels de santé à l'hôpital qui, d'une part, sont persuadés que la grande majorité de leurs patients ont désormais un profil Mon Espace Santé ouvert et que dans ce profil Mon Espace Santé ouvert, ils vont y trouver nécessairement des documents intéressants. Et la combinaison de ces deux convictions, en fait, ça permet de basculer l'avis qu'on peut avoir sur Mon Espace Santé et la consultation associée. En termes d'enseignement, donc ce que je disais, la consultation est devenue un réflexe pour les professionnels de santé qui se sont mobilisés à l'hôpital. Léa en parlait aussi. Le fait de consulter, ça révèle l'intérêt métier de l'alimentation. Et donc, on a effectivement pas mal de professionnels de santé qui, lorsqu'ils ont consulté et qu'ils ont vu effectivement de leur point de vue qu'il manquait des documents, sont allés mobiliser leurs partenaires qui étaient soit hospitaliers, soit structures médico-sociales, soit structures aval type HAD, pour leur demander d'alimenter à leur tour. Et donc, on a aussi cet effet boule de neige par ce biais-là. Donc, les documents les plus consultés, je ne vais pas revenir là-dessus, on vous en a parlé. Néanmoins, ils trouvent que ce qu'il y a dans Mon Espace Santé est intéressant, mais il manque à leurs yeux un certain nombre de documents et de types de documents, en particulier les directives anticipées, l'historique de remboursement, les données autour du cercle de soins du patient et également tout ce qui touche au rendez-vous. Bien entendu, là, je vous donne les points positifs. On a identifié des défis à relever. Les défis à relever à l'hôpital pour qu'on soit vraiment dans une logique de consultation généralisée à succès, c'est prioritairement réfléchir à l'opportunité d'ouvrir la consultation aux secrétariats médicaux, puisque ce type de personnel, en fait, joue un rôle très important dans les prises en charge à l'hôpital, puisque ce sont elles qui sont en premier contact avec les patients et qui sont responsables en fait de la préparation des consultations. Ça nécessite aujourd'hui beaucoup de temps, beaucoup de charges de travail pour les secrétariats médicaux. Or, si on leur permettait de consulter les DMP, ça leur permettrait de gagner beaucoup de temps et de recueillir l'information nécessaire pour optimiser la prise en charge du patient dès son admission. Donc, on a ce sujet-là à travailler. On a le sujet de l'intégration logicielle qu'il va falloir accompagner pour qu'on soit vraiment dans une logique de consultation intégrée du DMP depuis les dossiers patients informatisés. Et on a également le sujet de faciliter les moyens d'identification électronique à l'hôpital pour les professionnels de santé, parce que, par exemple, la carte CPS ou même la ICPS, aujourd'hui, ce n'est pas toujours adapté au contexte de travail à l'hôpital. Et enfin, le dernier axe d'amélioration sur lequel on nous demande de travailler, c'est la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données, c'est très intéressant, mais la capacité de recherche de ces données-là, elle est limitée à ce qu'on appelle des métadonnées qui vont quand même permettre de faciliter la recherche documentaire. Mais les professionnels de santé souhaiteraient qu'on aille un peu plus loin dans cette réflexion de recherche documentaire en intégrant par exemple des capacités de recherche intratextuelle,
ou voire de l'IA. Et donc, du coup, voilà, on a aussi ce sujet-là à réfléchir collectivement pour proposer vraiment un outil qui serve la coordination et qui facilite aussi la recherche des informations pour les professionnels de santé. Et si vous êtes intéressé pour avoir la totalité du retour d'expérience sur l'expérimentation menée sur la consultation à l'hôpital, je vous invite on pourra vous mettre je vous mettrai le lien là dans le forum. Le webinaire est disponible ainsi que le support sur le site de l'ANS. Voilà. Donc en conclusion, une dynamique d'alimentation bien enclenchée avec des axes d'amélioration en particulier sur les délais d'alimentation. La consultation, la dynamique est très modeste aujourd'hui parce que les outils ne sont pas encore disponibles, les outils de consultation intégrés. Pour autant, l'intérêt des professionnels de santé est très présent et la consultation intégrée va permettre de faciliter cet effet boost de la consultation à l'hôpital. Voilà, et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Léa, on t'entend pas, pardon. Vous avez coupé le micro de la salle. Non, ça marche? C'est bon. Ouais, Ah, c'est ok. bon. Merci beaucoup Inès et merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont permis de mieux comprendre comment ça se passe à l'hôpital et où est-ce qu'ils en sont. J'espère que ça a éclairé les pilotes qui se posaient ces questions-là. Et du coup, on a un troisième retour d'expérience, cette fois porté par la région Île-de-France, hein, parce que comme je vous disais, les régions, les partenaires territoriaux, ils ont été là aux côtés des pilotes aussi pour les accompagner et les aider à les sensibiliser les différentes structures. Et du coup, c'est un petit retour d'expérience là sur comment ça se passe quand on veut aller échanger des documents avec le CH et justement mettre en place les cas d'usage. Donc, je vais laisser la parole à Madame Royer et puis Madame Martin, respectivement du Cézanne et de l'ARS Île-de-France. Oui, bonjour à toutes et tous. Petite présentation, effectivement, on va prendre la parole au nom de l'EHPAD Juliette Victor qui était inscrit dans l'expérimentation et donc en tant qu'accompagnant local sur cette expérimentation. Mathilde Martin, moi je suis référente numérique en santé à la délégation départementale des Yvelines et je laisse ma collègue se présenter. Donc, Elisabeth Royer, bonjour, référente territoriale pour le département des Yvelines. Le grade Cézanne en Île-de-France a choisi d'avoir des référents territoriaux pour chaque département, c'est-à-dire un interlocuteur de proximité. Donc, on a travaillé ensemble avec l'ADD. Voilà, l'EHPAD étant contraint par d'autres obligations ce jour, ils vous prient de les excuser, mais nous ont demandé de parler en leur nom sur cette belle mobilisation partenariale qu'ils ont réussi à mettre en place. Pour vous remettre en contexte un petit peu l'EHPAD, c'est un EHPAD qui est situé dans les Yvelines, à Jouy-en-Josette, de la fédération ARPAVI, et qui utilisait les outils socles du Ségur depuis leur candidature au programme SMS numérique, donc à peu près depuis 2022, avec des bons taux d'alimentation, un DLU qui est alimenté automatiquement tous les jours par les professionnels, enfin automatiquement par l'EHPAD. Et à leur entrée dans l'expérimentation, il était intéressant pour nous et pour eux de commencer à mettre du sens à cette alimentation automatique et à ses usages, à la fois en interne et avec les partenaires. Pour les partenaires, ils avaient choisi de travailler sur ce cas d'usage, on ne vous détaillera pas forcément, mais qui illustre leur relation avec les partenaires sanitaires du territoire, donc sur des hospitalisations en urgence ou directement dans les services grâce à l'intervention des équipes mobiles de gériatrie du territoire. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler en tant qu'institution et en tant qu'accompagnant local, donc à la fois ARS, GRAD et CEPAM. On souhaitait, nous, s'inscrire et soutenir le travail de l'EHPAD Juliette Victor dans la mobilisation de leurs partenaires, parce que ça a été évoqué, effectivement, il y a aujourd'hui encore des freins pour pouvoir mobiliser ces partenaires.
Et finalement, on souhaitait inscrire cette expérimentation et cette réflexion sur les usages dans un ancrage territorial. Ça avait du sens pour l'EHPAD et pour les partenaires. Et finalement, en faire un projet humain, donc avec un focus qui ne serait pas tant sur les outils, mais sur finalement les usages des outils au service de la prise en charge et du parcours de la personne âgée sur le territoire. Et c'est comme ça qu'on a pu convaincre les partenaires. Puis je laisse la parole rapidement à ma collègue avant qu'on vous détaille ces freins et ce qui a été mis en œuvre pour les surmonter. Alors, on ne va pas vous détailler le cas d'usage, mais en fait, il a vraiment fait l'objet d'ateliers de travail et ça s'est construit déjà dans cette vision partenariale qui est une habitude de l'EHPAD. Ça, c'est important de le souligner parce qu'ils l'ont répété régulièrement, c'est parce que c'est leur philosophie de travailler régulièrement avec leurs partenaires. Donc, ça s'inscrit encore dans cette démarche et ses valeurs. Et donc, ça a aidé à embarquer les partenaires au moment des usages. Et au-delà de ce parcours avec des établissements de santé, il y a eu aussi des cas d'usage pour le côté ambulatoire. Et au moment de la phase pour les usages, il y a eu aussi un choix de travailler hors un cas d'usage, mais avec des partenaires très pratico-pratiques comme la pharmacie. Et encore une fois, ça rejoint l'idée d'être dans de l'utile, du pratique et qui sert un projet au-delà des outils et comment les outils servent le quotidien. Alors, sur la slide suivante. Merci. Je vais balayer rapidement les actions qui ont été mises en œuvre par l'EHPAD avec à chaque fois le soutien de l'ARS, de la CEPAM des Yvelines et du GRAD. Donc effectivement, il y avait un travail préparatoire de déploiement des outils et donc une sensibilisation en interne. Mais après, voilà, tout un travail de sensibilisation et d'information des partenaires, à la fois sur l'expérimentation et sur les usages qui étaient produits par l'EHPAD. Avec 4 grands événements mis en place par l'EHPAD, une présentation en commission de coordination gériatrique, une présentation de mon espace santé aux usagers et aux aidants, et puis voilà, des ateliers de travail avec le partenaire de ville du quotidien, la pharmacie, et puis un atelier de travail avec les partenaires hospitaliers, donc 2 établissements qui étaient représentés. C'était une volonté commune d'associer les différentes parties prenantes au sein des établissements sanitaires, donc à la fois les équipes médicales et soignantes, mais aussi les directions stratégiques ou qualité et les directions, membres des directions des systèmes d'information. Et on a réussi à mobiliser toutes ces parties prenantes sur des groupes de travail en présentiel au sein de l'EHPAD pour discuter, échanger autour des usages concrets qui pouvaient être mis en place dès aujourd'hui. Et on avait pour ça quelques enjeux et je laisse Elisabeth les présenter. Voilà, on a eu une très belle dynamique, mais voilà, c'est pas non plus le monde des bisounours, on en est conscient. Donc, on avait 4 principaux leviers. Ça a été des freins, mais justement, on vous présentera à quel point ça peut être aussi des leviers. Très clairement, il y avait la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Vous vous doutez bien que la pharmacie a son propre agenda, mais pour les établissements, c'était une volonté de pouvoir croiser les 2 établissements avec lesquels ils travaillaient. Et en interne de ces 2 établissements, à la fois les équipes métiers et le côté plutôt direction ou DSI. Donc voilà, c'était un vrai challenge, très sincèrement. Là-dessus, s'ajoutait qu'il y avait des différences en termes de connaissance des outils par les équipes métiers dans les établissements. Il y avait une différence aussi de connaissances, mais d'équipe. Enfin voilà, il y avait il fallait aller au-delà de cette hétérogénéité qui ça ne sonne pas un frein. Il y avait aussi la perception par chaque établissement de quelle est la valeur ajoutée concrètement pour eux. Au-delà de dire, voilà, on soutient la démarche, c'est très bien, quelle est clairement la valeur ajoutée pour chacun, et ça, il fallait le définir ou le mieux l'identifier avec eux. Et enfin, il faut souligner, et encore on les remercie, la disponibilité et la motivation des équipes de l'EHPAD dans le temps. Pour la petite histoire, c'est à la fois un enjeu, mais
c'était un vrai levier, c'est que l'EHPAD de Juliette Victor, la direction qui avait commencé le projet est partie en cours au moment de la deuxième phase sur les usages. Et justement parce que l'équipe était engagée, vous parliez d'engagement tout à l'heure, engagée avec le médecin co, l'infirmière coordinatrice, ainsi que la direction adjointe, et ben, malgré ce départ, le projet a pu continuer, la dynamique toujours enclenchée. Donc ça, c'est un vrai... C'était pas facile, mais on peut les remercier parce que justement, malgré ces déboires, ils ont continué le projet, ils ont relevé le défi avec des belles réussites. Et voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on est trop content parce que malgré ce levier, c'était des belles réussites et notamment des réussites concrètes sur lesquelles on a pu s'appuyer, notamment l'atelier avec le partenaire de ville, la pharmacie, qui nous a permis de voir à quel point on peut avoir des réussites tout de suite qui étaient pour nous tout de suite. Ça nous ajoutait un point pour les accompagner, notamment, vous parliez des boîtes mail organisationnelles, lors de l'atelier, c'était voilà, ils avaient un besoin de boîtes mail organisationnelles. À la suite de l'atelier, la pharmacie a fait ce qu'il fallait pour justement, avec le grade, s'équiper. Et donc, ce qui était un levier est devenu, était pu être capitalisé tout de suite comme une réussite concrète et permettre la motivation des équipes. Et on a pu réutiliser aussi cet exemple par la suite avec les établissements sanitaires. Donc, nos freins ont pu être aussi des super leviers. Vas-y, Mathilde, de manière globale plutôt. De manière assez globale finalement sur les recommandations. Donc c'est vrai que voilà, ce qu'on a dit, un projet humain capitalisé sur les relations territoriales, l'implication des institutions régionales et départementales. Effectivement, ça demande un temps d'aller vers et d'aller convaincre et il y a un travail de pédagogie autour de ces nouveaux usages. Pour chaque partenaire, voilà, il faut démontrer la plus-value qui n'est pas encore reconnue par tous, mais finalement, une fois qu'on explique les choses et les possibilités des outils, ils sont tout de suite reconnus et voilà. Enfin, ce travail, ça se fait en projetant les exemples concrets et du quotidien avec des mises en place rapides qui sont tout de suite motivantes pour les acteurs. Et là-dessus, on a une vraie... ça a été auto-enclenchant. C'est-à-dire qu'on a pris un temps ensemble en termes d'accompagner en se disant, mais voilà, pour quel acteur en particulier, quel interlocuteur, quelle va être la plus-value, quel va être le support de communication, qui envoie le mail à quel moment, qui prend le relais au téléphone, et quel va être l'argument qui va faire mouche avec cet interlocuteur. Et l'EHPAD nous suivait. Et ce qui était là où c'était auto-enrôlant, c'est qu'au moment où ils sont venus en présentiel, eux-mêmes ont trouvé les exemples dans leur pratique. Encore une fois, eux-mêmes disaient, au-delà du cas d'usage, ah mais tiens ça, mais on n'y a pas pensé, mais pour cet usage-là, par exemple pharmacie et labo, on pourra utiliser la messagerie sécurisée de santé. Et c'est eux-mêmes qui justement se projetaient et trouvaient des nouveaux usages. Et c'est là où on s'est dit voilà, que c'était lancé et que c'était gagné parce qu'ils allaient continuer sans nous presque, qu'ils avaient compris tout l'intérêt pour eux et ils trouvaient eux-mêmes leur valeur ajoutée. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci pour ce tour d'expérience et puis tous ces... Et merci à vous de nous avoir invités. Recommandations. Voilà, j'espère que ça a bien, voilà, ça a bien illustré ce qui est possible, voilà, ce qui est possible de faire pour aller vers le secteur sanitaire et puis comment est-ce que ça peut être aussi le déclencheur d'autres usages. Du coup, on va passer à une prochaine partie de ce retour d'expérience. C'est finalement l'impact de mon espace santé sur les pratiques professionnelles et puis aussi tous les questionnements que ça a occasionné pour les pilotes de se lancer dans ces usages. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, si on synthétise voilà, ce que nous ont rapporté les pilotes, c'est que démarrer les usages pour mon espace santé, ça a fait évoluer évidemment leur organisation en interne. Parce qu'ils ont dû mettre en place de nouveaux processus, de nouvelles procédures, parfois aussi intégrer de nouveaux rôles pour les professionnels qui sont dans ces établissements.
par exemple, pour la qualification de l'INS. Donc ça a vraiment été la première étape pour les pilotes au tout début de l'expérimentation. Former les professionnels, mettre en place de nouvelles procédures, sensibiliser sur l'identité-vigilance. Et on voit qu'à la fin de l'expérimentation, on a un taux moyen de déclaratif de la part des structures de 95% d'INS qualifiés. Donc, il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. Ça a eu aussi des impacts au niveau de l'usager et de son entourage pour pouvoir l'informer aussi du fait que la structure allait commencer à démarrer les usages de mon espace santé. Donc, dès l'admission, commencer à en parler en les informant, en mettant à jour aussi toute la documentation d'accueil, les livrets d'accueil, des courriers à envoyer. Donc ça, c'était pour l'admission. Et puis, pour la pratique en routine, commencer aussi à insérer petit à petit de l'information sur mon espace santé, que ce soit dans la salle, les salles de l'établissement, des distributions de flyers, alors souvent en mode FALC parce que il y a besoin aussi de vulgariser, de simplification pour que le message soit bien compris aussi par les usagers, que ce soit aussi dans le cadre du domicile, de la sensibilisation du professionnel vers l'usager lors de ses visites à domicile. Et donc, ça a été un gros travail aussi là pour se dire quelle stratégie de communication envers mes usagers, puis envers aussi leur famille. Il y a eu aussi tout un travail au démarrage sur finalement, on va consulter mon espace santé, on va l'alimenter, mais qui sont les professionnels au sein de ma structure qui vont devoir démarrer ces usages, est-ce qu'ils sont équipés? Et donc, ça a été pour les pilotes l'occasion de vérifier que les infirmières étaient inscrites à l'ordre des infirmiers pour pouvoir commander leur CPS. Donc là, on a vu qu'il y a eu un peu un effet indirect de l'expérimentation, c'est que les infirmiers qui n'étaient pas inscrits, qui n'avaient pas de carte CPS, finalement, il y en avait peut-être un dans le service qui avait une carte et qui commençait à consulter. L'intérêt était là et donc, c'est ce que disait aussi Inès tout à l'heure, finalement, de pair à pair, il y a eu cette dynamique qui s'est enclenchée et donc, ça a pu débloquer des situations et des inscriptions à l'ordre et des équipements pour les infirmiers. En ce qui concerne aussi plus les professions du médico-social, ça a été l'occasion aussi de repenser une procédure claire pour l'enregistrement des professionnels au RPPS+. Donc, cette fois pour plutôt avoir donc une messagerie sécurisée, parce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de consulter le DMP, mais on y reviendra. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup d'énergie de mise, et puis on l'a entendu au travers des différents témoignages sur la sensibilisation, la formation des professionnels pour les embarquer dans les usages de mon espace santé. Donc ça, c'est passé par plusieurs grands temps, l'organisation d'ateliers, de CVS en incluant aussi les usagers et les aidants, des copiles, la mise en place de référents numériques au sein de la structure qui avait vraiment cette charge de quelque part d'animer la démarche, de changer les pratiques professionnelles pour que ça puisse impulser une dynamique sur ce sujet-là. Et on voit que ça a apporté ses fruits parce que finalement, quand on a envoyé donc ce questionnaire aux pilotes, quand on leur a demandé mon espace santé, est-ce que c'est mieux connu maintenant pour les professionnels, les usagers, les aidants à la fin de l'expérimentation? Au début, c'était beaucoup, finalement, on commence un petit peu à expliquer. Là, c'est bon, c'est connu. C'est un service qui est connu par l'ensemble des personnes qui gravitent autour de l'établissement. Et puis, démarrer les usages de mon espace santé, ça a été aussi un peu dans un deuxième temps, mais de réfléchir aux modalités de partage des documents avec les partenaires en externe. Puisque à partir du moment où les documents, les informations quittent le DUI pour aller dans le DMP, et donc ça va être partagé à l'ensemble des professionnels habilités, il se pose la question finalement quel document je mets, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que je vais partager sur le DMP, mais qu'est-ce que je vais plutôt aussi partager par MSS. Donc, il y a eu toute cette réflexion qui a été faite par les pilotes. Donc, on cartographiait les différents échanges avec leurs partenaires, les différents types de documents qu'ils envoyaient et de se dire, finalement, là, moi, je vais utiliser DMP, là, je vais utiliser la MSS. Donc, ça a été au démarrage aussi beaucoup de réflexions au sein des établissements. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, les pilotes interrogés nous disent j'ai plutôt, moi maintenant, en grande majorité, une vision claire des documents à déposer dans le DMP. Et puis ensuite, il y avait un deuxième niveau de réflexion, c'était de se dire dans ces documents que je vais partager,
quelles sont les informations qui sont contenues, finalement, peut-être qui n'ont peut-être pas vocation à aller dans le DMP, qui pourraient peut-être aussi être un petit peu mieux explicitées pour mes partenaires, parce que moi, j'ai mon langage, mais finalement, le partenaire en face, est-ce qu'il a le même, est-ce qu'il va comprendre ce que j'ai mis? Donc, il y a beaucoup de pilotes qui ont pas mal entrepris de travaux avec leurs partenaires pour pouvoir retravailler le DLU, les informations qui sont contenues dans le DLU, travailler aussi sur le projet personnalisé d'accompagnement, en se disant il y a peut-être des parties finalement qui n'ont peut-être pas vocation à être partagées à tous parce que c'est des informations qui sont plutôt sensibles. Ça pose aussi en filigrane la question des écrits professionnels. Et on passe d'une culture dans le médico-social qui était parfois plus orale qu'écrite. Et maintenant, on passe avec les outils numériques à l'écrit. Et puis même maintenant, avec mon espace santé, à l'écrit partagé. Donc, voilà, c'est vraiment une révolution culturelle, comme a pu nous le dire certains pilotes, puisque maintenant, ce qu'ils vont écrire va pouvoir être lu par d'autres. Donc, il faut aussi le prendre en compte dans ces choix faits par l'établissement. Et il y a également le mode d'alimentation des documents qui ont été aussi réfléchis. Est-ce que j'alimente le DMP en manuel pour garder la main sur les documents que je vais partager, ou bien en automatique? Je vais systématiser l'envoi. Donc là aussi, petit à petit, il y a eu des convictions qui se sont forgées au sein des pilotes qui ont parfois affiné leur paramétrage sur certains documents. On fait parfois machine arrière, on changeait d'avis. Donc, on voit que là aussi, il y a eu beaucoup de réflexions sur cette thématique. Il y a également, et donc la situation aussi, il y a eu des impacts donc, avec les usagers et avec leurs aidants. Le secteur médico-social est quand même composé de beaucoup d'usagers qui sont plus vulnérables que les autres, liés peut-être au handicap, à la vieillesse. Il y a aussi un manque d'équipement, de compétences numériques. Donc, ils ont eu tendance plutôt à laisser la main aux aidants pour les aider à activer mon espace santé, à aller regarder les informations qu'il y avait sur leur profil. Donc finalement, là-dessus, les modalités de partage avec l'usager, elles n'ont pas tellement été investiguées en fait, avec l'usager directement pendant l'expérimentation. On voit que les pilotes nous disent finalement, ça n'a pas entraîné beaucoup de changements dans nos interactions avec eux. Alors, il y a des cas particuliers, il y a notamment certains établissements dans le secteur du handicap qui en ont fait un véritable levier d'accompagnement à la santé en l'intégrant dans un programme plus large. Et ça leur a permis, notamment à ces usagers, de gagner en autonomie, de reprendre la main sur leur parcours de santé. Mais ça reste un peu des cas particuliers dans le médico-social où on était plutôt sur, en tout cas là, les pilotes, une situation de fracture numérique. Donc majoritairement, c'était les aidants qui utilisaient mon espace santé, qui consultaient les documents qui avaient été alimentés. Et eux ont très vite perçu en fait l'intérêt pour eux de pouvoir plus facilement suivre le parcours de santé de la personne qu'ils accompagnent. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils ont été inclus dans les actions de sensibilisation, de communication qui ont été réalisées par les pilotes. Et donc, certains nous disaient, quand on a fait nos actions de sensibilisation, forcément, on les a invités. Et puis, il y a eu là aussi un espèce d'effet boule de neige où finalement, ils ont activé l'espace de l'aider, mais aussi le leur, et puis aussi ceux de leurs proches. Cependant, il reste quand même des questionnements autour de cet accès aux données par les aidants. Donc aujourd'hui, on y reviendra, on n'a pas encore sur mon espace santé d'espace aidant qui est fonctionnel. Du coup, donc parfois, c'est un peu compliqué de savoir si les aidants étaient aux côtés de la personne pour regarder mon espace santé et les données qu'il y avait dedans. Est-ce que le consentement a été donné? Et donc, certains ESMS nous ont alertés sur le fait que ils étaient parfois pas très à l'aise avec le fait d'alimenter le dossier médical partagé, si en fait ils ne savaient pas qui allait consulter finalement derrière les informations. Et donc, parfois, ils ont un peu rétropédalé en allant plutôt passer sur l'alimentation en manuel pour garder la main, de peur peut-être de parfois
voilà, de réflexion de la part des aidants qui avaient peut-être mal interprété des informations qui avaient été partagées. Il y a aussi les organismes de tutelle qui ont été un acteur très important dans le cadre de cette expérimentation parce qu'un certain nombre d'usagers étaient sous tutelle, que ce soit dans le secteur PA, secteur PH ou parfois même le domicile. Donc ça, c'était un acteur qui n'était pas forcément embarqué au départ sur les usages de mon espace santé. Et donc, il a fallu pour les pilotes aussi mieux les connaître, mieux leur faire connaître aussi mon espace santé. Peut-être aussi parfois répondre à leur réticence, clarifier les notions juridiques autour de leur possibilité, leur droit d'accéder aux données de santé de la personne qui les accompagne, à la personne protégée. Et voilà. Et donc, les pilotes ont fait ces actions de sensibilisation à leur rencontre. Et donc, pour pouvoir incarner cela, on a avec nous une personne des papillons blancs en Champagne qui, justement, a mis en place des actions auprès des tutelles pour pouvoir les informer et va pouvoir nous parler de comment ça a été reçu au début de l'expérimentation et sur quoi ils ont réussi à aboutir. Je vous laisse la main, Monsieur Fèvre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement. Oui. Donc Sébastien Fèvre, chef de service du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés des Papillons Blancs en Champagne. C'est un service, juste pour contextualiser très rapidement, donc à domicile, qui accompagne des personnes adultes qui ont des pathologies médicales nécessitant une coordination médicale, donc avec un plateau technique d'infirmières et de médecins. Au tout départ de l'expérimentation, on a mené des ateliers numériques en lien avec notre partenaire Emmaüs Connect à destination de notre public pour leur expliquer, ouvrir leur espace santé. Et donc, de fait, il nous fallait, dans le cadre de la double authentification, pouvoir récupérer les codes qui passent donc par l'accès via Amélie. On a donc fait une première campagne de mailing expliquant en fait ce qu'est mon espace santé, pourquoi on leur demandait cet accès-là et ce que ça allait apporter pour les personnes accompagnées dans le cadre de notre accompagnement social et médical, donc dans le suivi de parcours, comment ça allait se déployer et comment on allait l'activer. Et enfin, on terminait ce mailing sur une note précise justement par rapport au mandataire pour les personnes sous mesure de protection juridique, d'avoir le même numéro de portable renseigné sur un mailing que le numéro de portable de la personne concernée pour qu'il puisse recevoir le code d'accès. On a mené nos premiers ateliers et on a eu très peu de réponses positives de la part des mandataires, donc on s'est un peu questionné. Et donc, on a fait un peu de phoning et on a été rencontrer les mandataires. Et là, on a posé les constats suivants, c'est qu'il y avait à la fois une méconnaissance de la part des mandataires et puis des croyances. Méconnaissance, alors ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure Monsieur Bornua, finalement, c'est qui on est, hein, comment on est inscrit dans ce parcours de santé, quelle est notre légitimité, à quoi ça va servir finalement que les personnes aient leur accès à leur espace santé. Est-ce que vraiment ils vont s'en saisir et auront les compétences et les capacités, c'est ce qui a été dit également. Et puis mes connaissances et croyances sur finalement le fait d'avoir cette double authentification laisser à penser que la personne pourrait accéder au compte Amélie et donc quelque part pourrait interagir directement sur le compte Amélie, là où le mandataire a des actions à faire et une protection à avoir au niveau des actions. Donc, fort de ces retours et donc de ces freins, on a refait un point donc, avec l'ARS Grand Est et Madame Pellanou-Hervinet, et on s'est dit qu'il fallait qu'on recommunique auprès de ces mandataires, mais d'une manière différente. Donc, on est parti sur une action de sensibilisation via une visio et un quiz, tout simplement, où on allait expliquer ce qu'était mon espace santé. Donc, on a refait une campagne de mailing auprès des mandataires. Alors, petite précision, je n'ai
pas donné au départ, 87% des personnes accompagnées sont sous mesure de protection juridique, curatelle ou tutelle à part égale, curatelle simple ou renforcée ou tutelle. Donc ça concerne quasiment tout le monde. On a organisé donc une sensibilisation sur lesquelles il était important pour nous d'axer notre discours sur pourquoi finalement cet accès à mon espace santé est important pour les personnes qu'on accompagne, quel était vraiment notre rôle, est-ce qu'on commence à être protégé aussi au niveau des informations, donc de rappeler que nous on agissait dans le cadre médical ou paramédical, que les accès n'étaient pas donnés à tout le monde non plus, que c'était bien la personne qui avait son droit d'accès à son espace santé et que ce n'était pas un partage complet d'informations. Et puis aussi de finir sur finalement ce qu'est mon espace santé pour tout à chacun, parce que je pense que les mandataires se posaient pas forcément la question, n'avaient pas forcément ouvert leur propre espace santé. Donc ça a permis voilà, de casser certaines croyances et méconnaissances, et donc de nouer un dialogue qui au final, pour au moins un organisme tutélaire, fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on leur fait ces demandes de code, ils nous les fournissent presque instantanément, j'ai envie de dire. En tout cas, ils sont pas opposés à le faire et ils ont mieux compris notre rôle. Leur grande crainte, c'était plutôt pour les personnes qui sont sous mesure de protection juridique et qui ne sont pas accompagnées par un ESMS. Parce que là, du coup, ça voudrait dire qu'ils laisseraient complètement l'accès et ça pourrait être très compliqué pour eux à gérer derrière. Bon, c'est un peu quand même des questions juridiques qui se posent derrière, puisque la personne n'a pas accès directement finalement à son compte Amélie et donc ne peut avoir son accès à mon espace santé. Donc c'est une réflexion du coup qui est en train de se nourrir au niveau des organismes tutélaires, en tout cas pour celui avec lequel on a pu faire cette campagne de sensibilisation. Et aujourd'hui, on se rend compte que il va falloir qu'on le fasse avec l'ensemble des mandataires judiciaires, avec les autres organismes. Donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre en termes de sensibilisation, puisque là, si on a pu obtenir des premiers résultats, il y en a qui sont encore freins et qui ne voient pas forcément l'intérêt que peut avoir cet accès pour les personnes accompagnées. Merci beaucoup pour votre témoignage et nous avoir expliqué un peu comment est-ce que ça s'était passé avec les tutelles. Du coup, on va passer à la dernière partie de ce retour d'expérience. Et puis pour ça, je vais passer la main à Fanny, qui a également copiloté à nos côtés l'expérimentation. Oui, merci Léa, bonjour à tous. Donc effectivement, dans la dernière partie, on aborde un petit peu finalement les perspectives des points qu'on a retenus et en tout cas que les pilotes nous ont mis dans leur retour d'expérience comme voilà, souhaitant des améliorations fonctionnelles, logicielles et des choses qui vraiment devaient se débloquer. Donc le premier point qu'on a beaucoup entendu dans les retours d'expérience, c'est évidemment l'ouverture de l'accès en consultation au DMP, aux professionnels du secteur médico-social et social. Donc, comme vous le savez, c'était une question qui était posée dans le chat un peu plus tôt. La matrice d'habilitation de consultation du DMP a été publiée dans sa nouvelle version par arrêté fin octobre, je pense en octobre 2023, donc ça fait plus d'1 an maintenant. Et en réalité, elle n'est toujours pas effective, hein, donc les professionnels du secteur peuvent alimenter mais ne peuvent pas consulter. Et donc, c'est évidemment un frein qui est beaucoup revenu. On a mis des verbatims, hein, mais pourquoi alimenter le DMP si on ne peut pas le consulter? Nous sommes des acteurs de proximité avec notre usager. C'est pourquoi nous souhaitons avoir accès au DMP pour améliorer sa prise en charge. Donc, effectivement, il y a eu une petite frustration durant l'expérimentation sur cette consultation qui n'a pas pu correctement être réalisée. Et donc, sur ce point, on tente d'avancer, hein. Il y a des travaux à la fois en lien avec l'assurance maladie pour tenter d'apporter un meilleur niveau de sécurité à tout le processus d'enregistrement des professionnels au RPPS via le RPPS+. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours et qui devraient permettre en tout cas une meilleure sécurisation du process et donc l'ouverture de la matrice. Et en parallèle, donc certains l'ont soulevé, il y a eu effectivement depuis la publication plusieurs échanges entre les acteurs nationaux et le CNOM. Et le 12 septembre,
le Conseil constitutionnel a confirmé la possibilité et l'utilité de l'accès aux professionnels du médico-social au DMP. Voilà. Néanmoins, le CNOM reste un peu interrogatif sur ces évolutions. Donc, on travaille toujours pour rassurer et puis pour s'assurer qu'on va réussir à rendre effective cette nouvelle matrice. Mais en tout cas, voilà, c'était effectivement un point d'amélioration. Il y a un enjeu pour les mois à venir très fort qui est ressorti de la plupart, de la grande majorité des pilotes. Donc, on va continuer évidemment à y travailler. Ensuite, il y avait effectivement des souhaits, des besoins de renforcer l'accessibilité des logiciels et les informations également issues du DMP reprises dans les logiciels métiers. Donc, il y a certaines évolutions qui sont fortement ressorties de la part des pilotes qui avaient plutôt vocation à venir en exploitation des données déjà présentes dans le DMP et alimentées par le reste de l'écosystème. C'était simplement de se dire, finalement, dans une structure médico-sociale, dans le cadre de l'accompagnement et le suivi de l'usager, on aimerait bien savoir dès que l'hôpital alimente le compte-rendu d'hospitalisation dans le DMP, qu'on ait au moins une notification un peu automatique qu'il y a des nouveaux documents dans les DMP qui ont été ajoutés pour qu'on puisse aller les voir pour éviter d'être en veille permanente. Voilà. Et toutes ces, on en parlait, je crois, un petit peu au début. De toute façon, c'est le sens un petit peu des vagues Ségur, c'est-à-dire que le Ségur vague 1 était beaucoup dans on permet au logiciel, que ce soit sanitaire ou médico-social, d'alimenter mon espace santé, puisque l'enjeu, c'était vraiment que le professionnel, par exemple en ville, qui va consulter ou l'usager lui-même puisse retrouver effectivement des documents dans son espace et que ce soit pas vide. Donc voilà, les exigences données aux éditeurs sur la vague 1 étaient vraiment très très orientées sur l'alimentation d'une part. Et du coup, la vague 2 a vraiment pour vocation, finalement, d'accentuer la contrepartie, on va dire, qui est de plutôt venir récupérer des informations, notifier dans les logiciels métiers dès qu'il se passe quelque chose sur le DMP d'un usager. Donc ça, ce sera vraiment au cœur, en fait, de la vague 2 du Ségur médico-social, mais également, Inès l'a rappelé, sanitaire. Voilà. Après, il y avait d'autres suggestions qu'on a reprises, mais vu du temps, je ne vais pas les passer en détail, mais des suggestions sur l'accessibilité, l'ergonomie et sur d'autres éléments de sécurisation qui seront évidemment remontés et puis travaillés dans les mois à venir. Et enfin, ce qui est également ressorti, c'est toute une notion au niveau d'un besoin de clarification des notions juridiques très fortes, à la fois sur l'encadrement de l'accès sécurisé pour les aidants à mon espace santé et l'intégration des directives anticipées dans mon espace santé. Donc les aidants, on savait finalement avant de démarrer l'expérimentation que ça allait être un sujet, donc nous n'avons pas été déçus, ça a en effet été un sujet. Un fort besoin de permettre aux aidants d'avoir un accès à mon espace santé. Encore faut-il en fait clarifier la notion d'aidant au niveau juridique. Et donc pour cela, on attend un texte de loi. Ça doit être normalement embarqué dans le projet de loi de fin de vie, qui est pour l'instant, comme vous le savez, en attente pour des raisons politiques. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce besoin qui est une nouvelle fois officiellement remonté dans le cadre de cette expérimentation. Et on espère que ça va pouvoir se débloquer. Et puis, les directives anticipées, peut-être information importante pour vous, mais il y a une concertation donc, qui est en cours justement sur ce sujet de directives anticipées dans mon espace santé. C'est un besoin fort remonté. Il y a eu un atelier qui s'est déroulé en parallèle de l'expérimentation le 19 septembre et qui a donné lieu à un document qui est en concertation, qui vise justement à définir le recueil des directives anticipées dans mon espace santé et la désignation de la personne de confiance. Donc c'est vraiment des travaux pour le coup qui ont été lancés tout à fait en parallèle de l'expérimentation et qui font un petit peu suite finalement à toutes ces expés de mon espace santé. Voilà, donc c'est des choses qui vont évidemment perdurer, des travaux qui vont continuer. Je suis désolée, j'ai fait un petit peu vite. Léa, je te repasse le mot de la fin, la conclusion. Oui, merci beaucoup Fanny. Du coup, alors quelle suite de l'expérimentation?
Alors déjà, ce qui va sortir de l'expérimentation à plus ou moins court moyen terme, c'est déjà la mise à jour du guide de déploiement adapté pour le secteur médico-social. Aujourd'hui, il existe un guide de déploiement, mais qui avait été fait pour le sanitaire, pour le secteur libéral à la suite des 2 dernières expérimentations. Donc là, l'idée, c'est d'aller l'actualiser avec le médico-social. Il y aura également une petite valisette, une boîte à outils qui aura vocation à capitaliser sur les outils qu'ont réalisé les pilotes pendant l'expérimentation. Alors, on en a entendu quelques-uns. Là, l'idée, c'est que nous, on rassemble toute cette matière très riche qui a été formalisée et qu'on voit ce qu'on peut généraliser ou non dans le but ensuite de faciliter la généralisation aux autres ESMS, à l'ensemble du secteur. Et puis peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux de l'ANS. On va également mettre en place une petite banque de témoignages, belles histoires de mon espace santé dans le secteur médico-social issu de l'expérimentation. Certains pilotes justement nous demandaient comment est-ce que je peux illustrer, j'aimerais bien, je fais des ateliers, j'aimerais bien pouvoir illustrer un cas d'usage. Du coup, vous pourrez utiliser ces vidéos qui seront sur le site de l'ANS, sur la boîte sur la page médico-sociale Mon Espace Santé. Et puis, on va également lancer des communautés de pratique Mon Espace Santé, mais cette fois par secteur, personnes âgées, personnes handicapées, domicile, pour pouvoir partager par secteur vos usages de Mon Espace Santé et puis aller creuser certains points qu'on a vus pendant l'expérimentation. Et puis, en parallèle, en région, il va y avoir des parcours d'usage qui vont être organisés de façon transversale, qui vont pouvoir inclure aussi des acteurs du médico-social. Donc, ce sera aussi l'occasion là de parler de Mon Espace Santé et puis d'aller creuser certains usages. Et puis, en termes de grands rendez-vous pour l'année 2025, on a les journées du secteur social et médico-social le 6 février. Donc, vous pouvez vous inscrire. On a mis le lien on va mettre le lien d'ailleurs dans le chat. Il y aura des tables rondes sur Mon Espace Santé. Il y aura également des ateliers où vous pourrez poser vos questions en direct auprès d'un expert de ce service-là sur les règles d'alimentation, la consultation, la matrice du DMP, peut-être encore des questionnements que vous avez. Ce sera l'occasion de venir nous rencontrer et de pouvoir en échanger avec nous. Et puis, on a toujours les Dites-nous tout qui vont reprendre en 2025, des rendez-vous d'1 heure où vous pouvez poser toutes vos questions sur Mon Espace Santé, où vous retrouvez des témoignages de professionnels qui utilisent, des ambassadeurs Mon Espace Santé, enfin voilà, des choses très riches, des échanges très riches sur Mon Espace Santé. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, à consulter le calendrier. On a la plateforme ANS. J'ai vu des questions dans le chat. Comment est-ce qu'on fait pour se former à Mon Espace Santé, surtout au tout début? On a la plateforme ANS Formation avec quelques modules qui permettent de comprendre, à regarder, à diffuser autour de vous si vous ne les connaissez pas. Et puis, on a aussi toute une boîte à outils qui est assez fournie sur Mon Espace Santé sur le site de l'ANS. On vous a remis le lien dans la présentation. Et puis, on a un petit peu ce qu'on appelle, entre guillemets, la Bible Mon Espace Santé. C'est le document Les Fondamentaux qui reprend tous les principes de fonctionnement de Mon Espace Santé. Vous retrouvez, qui est régulièrement mis à jour. Donc, dès qu'il y a des modifications, des évolutions du cadre juridique ou du fonctionnement ou des nouvelles fonctionnalités dans la roadmap, ce document-là est mis à jour régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Il va pouvoir, je pense, répondre à beaucoup de vos questions. Parfait. Oui, Sébastien, vous avez une question? Oui, merci. Juste une question, parce que je vois dans le fil de conversation qu'il y a beaucoup de questions pour des échanges, peut-être soit de support d'outils ou de pratiques. Comment nous pourrions être mis en lien les uns les autres? Alors, déjà dans le cadre des communautés, si vous voulez discuter avec d'autres ESMS qui utilisent Mon Espace Santé, donc là c'est typiquement le lieu où vous pourrez en échanger. Et puis on peut voir aussi entre pilotes, on a les contacts des uns des autres pour vous transmettre aussi les contacts de chacun. Ok, merci. Et puis petite conclusion, je vois qu'on est un petit peu en retard, mais petite conclusion quand même. Oui, merci Léa.
Effectivement, pour clôturer ce webinaire, on souhaitait vous partager un mini bilan avant par rapport aux besoins que vous aviez exprimés lors du lancement de l'expérimentation et après, suite au questionnaire que vous avez donc partagé, vos retours suite à l'expérimentation. Donc, ces nuages de mots finalement, où initialement vous souhaitiez que cette expérimentation vous apporte la possibilité de partager des canaux de communication, des usages normés en matière d'échange d'informations, d'en finir avec les DMP fermés pour les EHPAD, de fluidifier le parcours de soins, d'inclure les aidants dans les parcours et enfin de pouvoir utiliser la messagerie citoyenne pour communiquer avec les aidants et ou leurs familles. Et dans le retour, dans le cadre du questionnaire, vous avez évoqué bien effectivement une mutualisation, la découverte d'autres acteurs du médico-social avec le sentiment d'être enfin un acteur reconnu, identifié, valorisé dans le travail de terrain, versus quand même, on va pondérer une belle initiative, mais le manque de participation, on l'a vu, des intervenants extérieurs qui réduit le champ d'échange, de coordination par le biais de mon espace santé. Deuxième thématique que vous aviez partagée également, c'est de pouvoir développer des usages de mon espace santé, pouvoir établir ce lien ville-établissement avec les hôpitaux, dans l'intérêt des patients, de pouvoir disposer d'un top usage à communiquer avec l'ensemble des SMS. Dans le cadre des questionnaires, vous avez partagé que l'expérimentation a été positive. Elle a permis d'impulser une dynamique de consultation du DMP. Et enfin, vous aviez également évoqué le souhait de pouvoir passer des usages automatiques, je mets des guillemets, sur le programme ESMS numérique afin de pouvoir leur trouver du sens. Et bien, dans le cadre du questionnaire, vous aviez partagé que l'expérimentation a permis de dépasser les usages techniques pour apprécier les perspectives d'amélioration de la qualité de la prise en charge des bénéficiaires, un intérêt des salariés et des usagers pour l'outil, et enfin terminer sur cette note que je trouve très positive, une expérimentation porteuse d'avenir. Et puis, écoutez, le dernier, vraiment le clap de fin de ce webinaire, de cette expérimentation, c'est, j'ai l'honneur de pouvoir introduire ce webinaire avec un mot d'introduction. Je me permettrai 2 mots de conclusion. C'est merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ensemble des ESMS pilotes. Merci beaucoup aux équipes régionales qui ont aussi mouillé la chemise auprès des ESMS pilotes, que ce soit les ARS, les grades, les collectifs, le réseau Assurance Maladie. Et merci aux collègues de l'ANS et la CNAM qui ont également piloté ce webinaire. Et enfin, excellente fête de fin d'année à tous. Bravo.